Bien, je vais vous parler de la situation des Tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Cette situation est particulièrement désastreuse. Jugez-en vous-même, les exécutions massives à l'est de l'Europe, c'était occasionné par les Einsatzgruppen, un groupe SS. D'un autre côté, des déportations, des rafles vers les camps d'extermination. En très grand nombre, 24 000 personnes à Auschwitz, la plupart vont disparaître à la fin de l'existence de ce camp. Bref, énormément de difficultés et qui pourtant ne sont pas particulièrement étudiées, ne sont pas particulièrement connues. C'est assez étonnant parce que cette situation des Tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale a servi de ferment à toute une série d'associations roms notamment pour revendiquer une identité et une place nouvelle au soleil. Mais pour ce qui concerne notamment le monde francophone, la situation des Tziganes commence à être étudiée dans le courant des années 60. On doit à Christian Bernadac, qui est un journaliste, un ouvrage qui a été assez retentissant sur l'Holocauste des Tziganes. On doit aussi, de la part de deux activistes anglo-saxons, Kinrick et Puxon, une étude sur le destin gitan qui replace la situation des Tziganes vécue au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans un ensemble historique beaucoup plus ancien. Ceci dit, les études se sont multipliées depuis lors, et notamment avec l'encouragement d'une série d'instances internationales. Au niveau des États également, il y a eu des études qui ont été menées, mais c'est encore assez timide. Alors, pour la Belgique, on n'a pratiquement rien. Il n'y a un seul phénomène qui a été plus ou moins étayé, c'est celui du convoi Z, un convoi de déportation des Tziganes rassemblés à la caserne d'Aussin à Malines vers Auschwitz. En dehors de ça, on n'a que quelques petites bribes d'informations ici et là, mais aucun lien n'est fait entre ces différents éléments. Et donc, d'une certaine manière, tout reste à faire. Alors, dans cette affaire, on peut quand même recourir à ce qui s'est passé en France, parce que là, depuis une vingtaine d'années, les études sont plus avancées. La France, faut-il le rappeler, a connu l'existence de camps d'internement qui avaient été imposés par les Allemands, mais qui avaient été administrés par les Français eux-mêmes. Et donc, il y avait là matière à dénoncer, matière à connaître, matière à comprendre, et également matière à faire mémoire. La mémoire d'ailleurs de cette situation des Tziganes et gens du voyage en France au cours de la Deuxième Guerre mondiale a été reconnue au plus haut niveau de l'État, puisque le président Hollande s'est déplacé à l'ancien camp de Montreuil-Bellay pour faire acte de mémoire et de pardon en cette affaire. Alors, il est intéressant de s'intéresser à ce qui a été fait en France pour au moins deux raisons. D'une part, le nord de la France, c'est-à-dire essentiellement les départements du Nord, Pas-de-Calais, ont été détachés du reste de la France annexée par les Allemands et placés sous l'administration militaire allemande de Belgique. C'est la première chose. La deuxième, c'est que dans les camps d'internement qui ont été réalisés en France, on a retrouvé pas mal de familles qui avaient un vécu antérieur en Belgique, ou qui étaient même des familles belges qui s'étaient retrouvées prises dans cette affaire d'internement. Alors, pour comprendre plus particulièrement la situation en Belgique, bien sûr, il faudra faire une résonance à ce qui s'est passé en France et ailleurs, mais en même temps, il faut d'abord et avant tout vous dire que la situation des Tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, en fait, se comprend et s'insère dans un ensemble historique beaucoup plus ancien qui est fait de rejet, de contrôle massif et de négation, d'une certaine manière, de la réalité tzigane. Et ces rejets et ces formes de contrôle ont été particulièrement virulents au début du XXe siècle, alors notamment en France et en Belgique.
Pour ce qui concerne la France, je ne relèverai que la loi de juillet 1912 qui instaure des carnets anthropométriques et tout un système de contrôle drastique des populations itinérantes. Il faut dire, imaginez, dès l'âge de 13 ans, il fallait passer au contrôle de la gendarmerie ou des forces de police à l'entrée dans une commune et à la sortie de cette commune. Imaginez bien ça. Pour ce qui concerne la Belgique, c'est à partir de 1933 que l'administration belge met en place des lettres de déplacement, donc des lettres qui vont s'appeler essentiellement feuilles de route et qui vont être établies par la sûreté de l'État. Cette sûreté qui va établir des contrôles, établir des documents dactyloscopiques qui vont permettre aux autorités de cerner les tziganes porteurs de ces lettres tous les 3 mois. Alors c'était des lettres dont la validité était, disons, de 3 mois, mais renouvelable, mais néanmoins c'était des éléments particulièrement stigmatisants parce que niant toute identité de gens prétendument s'appelant d'une certaine manière et prétendument nés à tel endroit. Donc vous voyez des gens finalement qu'on ne voulait pas. Alors, en Allemagne, il faut quand même voir, en Allemagne, le système de contrôle que l'on a stigmatisé pour la France et pour la Belgique et dans d'autres pays, ce système de contrôle existe également avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il va connaître un vécu particulièrement différent parce que en Allemagne, les criminologues, les chercheurs réfléchissent profondément au début du XXe siècle sur le caractère biologique de la criminalité. Et donc les tziganes sont, vaille que vaille, considérés comme des asociaux. Ça, c'est le système de contrôle depuis longtemps, mais ils sont aussi considérés comme des asociaux biologiques, en quelque sorte. Et le système va s'emballer avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Là, à leur cœur défendant, les tziganes vont être pris dans la réflexion qui est menée par les savants nazis sur la pureté de la race allemande. À partir de 1937, plusieurs enquêtes vont être menées un peu partout en Allemagne pour savoir qui sont les tziganes, quelles sont leurs ramifications généalogiques. Et les chercheurs vont établir le fait que la plupart des tziganes sont des métis d'Allemands. Et donc là, pour les nazis, c'est un grand danger parce que ces gens potentiellement criminogènes risquent fortement de transformer la race allemande en une race criminogène, ce qu'on ne peut pas accepter. Et dès lors, les nazis vont, placer les tziganes dans la rubrique des Mischlinge, c'est-à-dire des métis, comme les demi-juifs par exemple. Et donc ce sont des gens qui, dès ce placement, sont condamnés d'une certaine manière à la stérilisation et également à la destruction des anciens, l'euthanasie. La fin des années 30 est également pour l'Allemagne un moment important parce que les tziganes vont commencer à être installés dans des camps de concentration, notamment à Dachau, et puis petit à petit à Auschwitz et dans d'autres camps. Ce qui va engendrer un déplacement de populations tziganes qui vont tenter de fuir de l'Allemagne et s'insérer par exemple au Grand-Duché, en Belgique, en France. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien avoir en tête tout ce que l'on vient de dire, les mesures de contrôle, les rafles pour l'extermination. Eh bien, le processus va littéralement s'emballer. En France, tout d'abord, nous sommes au démarrage de la guerre. Le pays n'est pas encore envahi par les Allemands, mais en avril 1940, le président français prend un décret qui oblige les nomades à se stabiliser. En mai, la France est envahie, il y a une zone libre, il y a une zone occupée. Dans cette zone occupée, les Allemands vont demander à l'État français, qui subsiste tant que faire se peut, ils vont demander que des mesures supplémentaires d'internement soient prises. Cet internement va amener à la création d'une trentaine de camps d'internement.
Dans ces camps, comme je vous le disais, on va y retrouver des nomades qui sont d'origine belge ou qui se revendiquent comme étant belges. Et leur sort, d'une certaine manière, va en dépendre dans les mois qui vont suivre cet internement. Alors en Belgique, que s'est-il passé? Eh bien, l'administration belge va également s'illustrer par différentes formes de compromission avec l'occupant allemand. La feuille de route de 1933 est transformée en carte de nomade en 1941, plus exactement en décembre 1941. Et dans le cadre même des mesures qui sont prises à ce moment-là, l'administration demande aux forces de gendarmerie et aux communes de stabiliser les nomades qui traversent les territoires du pays. Alors cette stabilité, eh bien, elle va amener à la formation de camps permanents, en quelque sorte, ici et là dans le pays. Mais en 1943, plus particulièrement juillet 1943, eh bien, la Feldgendarmerie va recevoir de la part de l'administration belge une carte détaillée de tous ces camps qui ont été plus ou moins organisés sur le territoire belge. Et des rafles vont avoir lieu entre octobre 1943 et décembre 1943. Ces rafles vont amener une série de nomades, essentiellement des Roms, des Manouches, mais également quelques voyageurs, à la caserne d'Ossin à Malines. Ce sont des rafles qui ont été opérées non pas uniformément sur le territoire, et on n'a pas encore bien compris pourquoi, mais elles se sont surtout passées à Tournai, à Anvers, à Hasselt. Dans les autres endroits, on ne sait pas ce qui s'est passé, il serait intéressant d'aller fouiller davantage. Ceci dit, à la caserne d'Ossin, la grosse centaine de nomades belges qui se retrouvent va être complétée par l'arrivée de toute une série de nomades qui proviennent des camps d'internement français, une quarantaine, et également des terrains qui ont été des lieux de stabilisation de nomades dans le Nord-Pas-de-Calais. Au total, 182 nomades qui proviennent du Nord-Pas-de-Calais et une quarantaine qui provient de camps d'internement. Finalement, c'est ce qui est le mieux étayé quant à la situation des Tziganes en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est un convoi de 351 personnes qui va amener ces pauvres individus vers Auschwitz. À la fin de la guerre, il n'y aura que 15 survivants sur ces 351. Pour le reste, que sait-on? Je vous l'ai dit, les études qui ont été menées en Belgique sont des études qui ont surtout concerné ce convoi Z. Et d'ailleurs, de temps en temps, ces études se complètent peu et elles jettent à la limite du trouble parce que certains auteurs vont parler de 3 convois, d'autres auteurs ne parleront que de 2 ou 1 convoi. Enfin, quoi qu'il en soit, pas grand-chose sur les situations vécues par les autres Tziganes. Or, les autres Tziganes, tous ceux qui vont échapper à ces mesures d'arrestation en 1943, eh bien, ce sont des gens qui sont, pour une part, des Manouches provenant d'Allemagne et qui ont, avant-guerre, et qui se sont insérés, on ne sait trop comment, dans l'est du pays, notamment à Verviers. D'autre part, ce sont des gens qui sont probablement entrés en résistance, mais on ne sait pas jusqu'où. Ce sont des personnes qui, de toute façon, ont subi des mesures de contrôle, et l'on a ici et là, dans certaines familles, le souvenir de contrôles qui se sont très mal passés, avec des gens qui, au cours de ces contrôles, ont disparu. Donc, c'est un peu le grand flou, et surtout, on ne fait pas les liens. Et par exemple, en dehors de ce dramatique convoi Z qui amène des Tziganes vers Auschwitz, il s'est passé d'autres choses, d'autres drames. À la fin, par exemple, de l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes en 1944, en décembre 1944, eh bien, c'est 2 familles de gens du voyage, Becker et Charpentier, qui vont subir un massacre abominable tout près de Othon, au bord de l'Ourthe, dans le village de Werpin. 5 personnes vont être abominablement massacrées.
Tous ces faits-là sont méconnus de la population, ont été ressentis avec beaucoup de difficultés et beaucoup de mal par l'ensemble des tziganes et voyageurs de Belgique, mais pendant très longtemps, ils ne s'en sont pas ouverts et en quelque sorte, leur mémoire est restée fort fermée sur elle-même. Les gens ne parlaient pas de leur mort, les gens ne parlaient pas de ces dramatiques événements. Entre parenthèses, ils ne sont pas les seuls, parce que les personnes qui ont vécu dans les camps de concentration en Allemagne, quels qu'ils soient juifs, résistants ou autres, eh bien, sont des gens qui, en revenant, ont tout fait pour taire ce qu'ils avaient vécu. Et les tziganes n'étaient pas très différents des autres sur ce plan-là. Néanmoins, la mémoire est absolument utile. Vous savez, elle s'exprime. Les gens du voyage en Belgique sont bien plus jeunes disons, qu'anciens ayant connu les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, ils ont une forme d'expression de cette mémoire du drame, notamment lorsqu'ils parlent de terrains de stationnement qui leur seraient imposés, où on leur dit, où ils disent alors, eh bien écoutez, on va nous stabiliser et puis on va nous parquer et ensuite on mettra 4 tours et on entourera ces tours de fils de fer barbelés et on sera dans des camps comme en 40. Vous voyez, même si ces gens n'ont pas nécessairement vécu le problème des camps et l'expérience des camps, ils l'ont en tête. Et aujourd'hui, plusieurs parmi eux sont dépositaires de ce qui s'est passé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans un contexte européen où la mémoire est aussi œuvre de citoyenneté, il est particulièrement utile de montrer que des gens qui sont des Belges, ou en tout cas des Français, des Allemands, des Hollandais, des Luxembourgeois, eh bien, ont vécu, comme d'autres, des choses abominables. Je vous remercie.